Alors, bon matin tout le monde à Montréal, bon après-midi en France, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous pour un 16e webinaire avec voxpopuli.tv, un retour à la philosophie réflexive et existentielle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, alors je suis de Montréal, j'enseigne la philosophie depuis 2005-2008, je fais des conférences en continu depuis 2005 et pour plus amples informations, allez voir mon site mathieumartel.com pour commander mes livres ou bien sûr m'inviter en conférence. Alors, le sujet du jour qui m'a été proposé par Jean, on le remercie de l'invitation, la peur de vivre. Nous allons tenter de problématiser ce qui pourrait se cacher derrière cette expression, la peur de vivre. Souvent, nous avons d'un côté, nous sommes habités par une peur de mourir, mais avons-nous questionné cette expression, la peur de vivre? Il est rare peut-être que certains nous disent, j'ai peur de vivre. Comment ça va se traduire, cette peur de vivre? Et qu'est-ce qu'implique cette peur de vivre? Alors, j'y vais tout de suite avec une petite problématisation. Est-ce que nous nous sommes demandé d'abord, qu'est-ce que la peur? Qu'implique la peur? Nous avons plusieurs peurs, mais qu'est-ce qu'avoir peur? Donc, on peut d'abord se poser cette question-là. Deuxièmement, qu'est-ce que la vie? Les médecins vont bien sûr définir la vie à partir de critères fondamentaux. On a eu aussi les philosophes dits vitalistes qui se sont concentrés justement sur cette notion de vie, que l'on pense à Bergson, que l'on pense à Nietzsche, etc. Et nous avons chez un philosophe, bien sûr, un philosophe hollandais, une réflexion, une phrase, une proposition majeure qui était affirmée, qui est la suivante. Et voilà, je vais juste aller chercher ici mes notes, cette notion de Spinoza qui nous dit que l'homme libre pense moins à la mort qu'à développer une sagesse de la vie. OK? Concernant les questions, les amis, nous allons répondre à vos questions un peu plus tard dans le webinaire, mais là, en ce moment, on se concentre sur une petite problématisation. Je vais y aller avec la phrase, je vais la répéter ici, je l'ai ici. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa sagesse est plutôt une réflexion sur la vie et non point sur la mort. Et là, on a une dichotomie, parce que dans l'histoire des idées, on a ces deux écoles. L'école des philosophes qui se concentrent sur la vie, qu'on pense à Épicure, qu'on pense à Bergson ou à Nietzsche, et on a d'autres philosophes qui nous déclarent qu'il faut nous préparer à la mort, donc préparer à travers une réflexion et élaborer une forme de détachement face au monde. Et ça concerne absolument notre sujet parce que notre sujet aujourd'hui, c'est plutôt la peur de vivre. Donc, posons-nous, je vais vous poser des questions juste comme ça pour se mettre en branle. Que représente la vie pour vous? Qu'est-ce que vivre? Et tout de suite, à première vue, je suis comme inspiré à vous mentionner un extrait du fameux Criton de Platon qui nous dit l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Mais avant de pouvoir répondre à cette question-là, demandons-nous intérieurement, qu'est-ce que vivre pour nous? Est-ce que c'est répondre, c'est-à-dire satisfaire nos besoins fondamentaux? On a ça dans l'école de l'Épicure, c'est-à-dire prendre soin de son corps de différentes manières. Lorsqu'on pense à une alimentation équilibrée et adéquate et variée, on pense au repos du corps. On pense aussi à l'hygiène du corps.
On pense aussi à, comment dire, s'exercer, faire de l'exercice physique et bouger au niveau du corps. Donc, est-ce que vivre et aussi protéger son corps, pouvoir faire en sorte de le reposer et de s'habiller convenablement pour faire face aux intempéries, aux changements de température? Est-ce que vivre, c'est simplement, comme dirait peut-être l'école de psychologie humaniste, qui implique Rogers, Kohlberg et Maslow, hein, satisfaire ce qu'on appelle des besoins fondamentaux? Est-ce que c'est cela, vivre? Est-ce que c'est plus que cela pour vous? Certes, si on vient à cette citation qui est présente dans le Criton pour Platon, c'est insatisfaisant que de simplement s'occuper des besoins du corps. Et il va même critiquer les gens. C'est incroyable, hein? Ça se retrouve au 5e siècle avant notre ère. Et on voit déjà poindre chez Platon une critique de ce qu'on peut appeler la rigidité mentale en lien avec l'alimentation, en lien avec l'entraînement physique. Platon va critiquer, ça va bien dans sa philosophie quand même, car il veut se détacher progressivement du corps pour aller vers cette quête de connaissance au niveau du monde des idées. Platon va déclarer que les philosomatos, les amoureux du corps, dans certaines circonstances, lorsqu'ils sont rigides au niveau de l'alimentation et obsessifs au niveau de l'entraînement physique, hein, cela va se traduire par ce qu'il va appeler une forme de durcissement de la psyché. Hein. Aujourd'hui, on pourrait parler au niveau des troubles d'une forme d'orthorexie, hein, chez certains qui se disent je dois manger ceci, ne pas manger cela, faire attention à toute forme d'ingestion de calories et d'être dans un cadre d'entraînement très rigide. Je reviens, vous allez voir que je fonctionne de manière très intuitive et circulaire. Je reviens à mon point. Est-ce que vivre va au-delà, justement, de la satisfaction des besoins? Je vous ramène à la question de Platon, hein? L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Mais qu'est-ce que bien vivre pour nous? Hein? Parce que notre question du jour, c'est la peur de vivre. Qu'est-ce que vivre pour nous? Hein? Si nous avions à faire cet exercice et compléter par nous-mêmes cette proposition, on pourrait commencer de la manière suivante. Vivre, c'est, trois petits points, compléter la phrase. Hein? C'est quoi pour vous vivre? Certains diront, vivre, c'est prendre soin d'autrui. Vivre, c'est aimer et être aimé. Mais si on va chez Nietzsche ou chez Spinoza, on va faire un petit passage chez Spinoza, hein, ce philosophe hollandais, ce juif marane du 17e, qui va dire que nous avons à nous préoccuper au niveau de la vie euh, de ce que Spinoza va appeler le fait de persévérer dans notre être. Donc, ça, c'est le fameux conatus, hein, conatus de Spinoza, c'est-à-dire rechercher ce qui est utile, propre à soi, mais bien sûr dans un aspect de conservation de soi, mais dans un aspect de développement de ses capacités. Mais pour cela, c'est drôle parce qu'on va rejoindre, même si Spinoza s'éloigne de Platon en quelque sorte, ça va nous amener à nous poser la question suivante qui implique la notion de nature. À quoi aspire ma nature profonde? De quelle nature suis-je le nom? Hein? Quelle est ma nature profonde? Je vais juste faire un petit clin d'œil à Platon qui va nous dire que chaque individu a une nature spécifique, il doit la connaître et la développer. Chez Spinoza, ce n'est pas essentialisé comme ça, parce que chez Platon, il y a trois types de nature, hein. La nature du philosophe,
la nature de l'être qui produit dans la société, qui travaille, et la nature de celui qui fait partie de la caste des guerriers ou des policiers, en quelque sorte. C'est très, très limité comme aspect au niveau de sa nature profonde. Mais chez Spinoza, nous devons nous poser cette question-là. Quelle est ma nature profonde et quelles sont les c'est lié tout à fait à nos capacités. Prenons un exemple. Hein? Prenons l'exemple peut-être d'un mathématicien ou d'un athlète, hein? Quelqu'un qui aime bouger, qui aime se dépasser. Je pense au fils d'un de mes collègues mon collègue dit de son fils, il veut toujours bouger, courir. Et là, il l'inscrit en athlétisme. Et c'est incroyable, il y a vraiment cet appel du mouvement. Et il est à la fois, il observe et qu'il est à la fois un peu compétitif. Ça trouble un peu mon collègue parce qu'il se dit, je ne veux pas qu'il se compare aux autres, mais on peut avoir une autre perspective lorsqu'on est athlète, vouloir se dépasser soi-même et être, comme dirait Nietzsche, hein, être dans un processus de dépassement de soi, mais en lien avec soi-même, pas nécessairement toujours le faire par rapport à autrui. Qu'on pense à un mathématicien qui aime réfléchir à des problèmes abstraits ou résoudre des problèmes, euh, approfondir ses qualités de, de, de réflexion abstraite à travers le langage symbolique des mathématiques, ça peut être aussi un appel profond. Est-ce que ça débouche toujours vers un métier? Peut-être pas. OK? Donc, si on est là chez Spinoza, Spinoza va nous dire que vivre, justement, voilà, je reviens au point, c'est augmenter notre puissance d'exister. Mais qu'est-ce que ça veut dire, augmenter notre puissance d'exister? C'est finalement être mu par un désir de compréhension, mais aussi un désir d'incarnation à travers la pratique ou l'exercice de nos capacités. Et cela va procurer, pour Spinoza, l'augmentation de la puissance d'exister est comparable à une augmentation de joie. Et pour trouver ce que veut notre nature profonde, hein, ce que veut notre nature profonde, en quelque sorte, il faut se demander à quel objet d'amour suis-je, par quel objet d'amour suis-je interpellé? Hein? Bref, pour être plus simple, qu'est-ce qui me passionne? On ne pourrait pas dire ça dans les termes de Spinoza, mais qu'est-ce que je désire profondément? Qu'est-ce que je désire développer, accomplir? Et c'est un peu, vous pouvez faire cet exercice-là en vous demandant, ici maintenant, qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? À quoi je me sens appelé? De quoi ai-je le goût? Hein? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes forces? Donc, si on revient à notre question, vivre pour Spinoza, c'est d'augmenter sa joie. Puis d'augmenter la joie, ça passe par quoi? Par les objets d'amour par lesquels nous sommes interpellés. Donc, il faut nécessairement philosopher pour découvrir cela. Hein, on aura ça chez Héraclite, qui va laisser à travers les centaines de fragments dont nous disposons, hein, concernant Héraclite, parce que nous n'avons plus ses ouvrages. Il y a un beau fragment qui dit « Je me suis cherché moi-même ». Nietzsche rajoutera « Vous êtes vous, cherchez vous-même ». Donc, c'est comme si l'aspect philosophique, l'aspect du grand questionnement, pour démarrer, en quelque sorte, parce que certains vont ensuite, pour certains vont baigner dans la contemplation, hein, vont dire, ma vie maintenant est un au-delà de la pensée, et ce que je souhaite faire, c'est de vivre une vie où je suis l'élan du cœur et où je me place dans un aspect d'observateur ou d'être contemplatif. Je vais faire un petit clin d'œil, étant donné qu'on parle de vitalisme ou
de lien avec la vie. Pour Nietzsche, lui, la vie, c'est quoi? Chez Spinoza, c'est conserver son être, se développer, etc. Mais pour Nietzsche, vous ne serez peut-être pas d'accord avec lui, et il y a des problèmes à sa philosophie parce que c'est d'augmenter, lui, c'est la volonté de puissance. Mais qu'est-ce que la volonté de puissance? Nietzsche nous dit, la vie en elle-même cherche à s'affirmer, cherche à créer, cherche à se surpasser, mais on peut se demander quand est-ce que tout cela cesse? Est-ce que tout cela cesse? Pour lui, c'est comme une espèce de principe qui est à l'intérieur de tous les êtres, et les êtres veulent se dépasser. OK, je n'irai pas plus loin concernant Nietzsche, j'en ai déjà souvent parlé, mais revenons à notre point. Nous allons après élaborer la notion de peur. Qu'est-ce qu'avoir peur? Parce que là, on se demande, notre thème, c'est la peur de vivre. Hein? Donc là, j'ai développé deux aspects philosophiques au niveau concernant Nietzsche et concernant Spinoza. Puis ça dépasse bien sûr le simple fait de subvenir à ses besoins. Où on aura chez Schopenhauer, pour lui, Schopenhauer, vivre, c'est quoi? C'est la conservation de l'espèce et la reproduction. Tu sais. Donc, Schopenhauer va lire, précède, tu sais, les intuitions darwiniennes, notamment. Donc, c'est vraiment lié à... Et pour Schopenhauer, euh, en plus de cela, vivre, c'est développer ses facultés de l'esprit. Hein, il va dire, découvrez votre propre personnalité et tentez de trouver une formation adéquate avec votre personnalité. Mais pour lui, vivre, justement, hormis la reproduction de l'espèce et la survie, il va amener la vie toujours un peu plus haut. Si chez Platon, c'est la recherche de la compréhension du monde des idées, hein, un dépassement de soi à travers la connaissance métaphysique, chez Schopenhauer, c'est développer, comprendre quel genre de personnalité nous avons et s'assurer de développer la vie dans l'esprit. Donc là, on va encore même plus loin que la simple survie. Pour Schopenhauer, c'est trouver une formation adéquate à notre esprit et justement, on aura la preuve dans la vie de Schopenhauer, il a pris des cours de médecine, il connaissait les auteurs anciens, philosophies, etc., tentait de résoudre des problèmes, développer un système du monde. Et pour Schopenhauer, c'est vraiment, et après, ça va déboucher au-delà de la connaissance, de cultiver son esprit, ça va, ça va déboucher sur une éthique. Et là, on rejoint Platon parce que c'est la notion de qu'est-ce que bien vivre. Hein, on a beau vouloir se dépasser, on a beau vouloir survivre d'abord, se reproduire, etc., assurer la pérennité de nos descendants, mais on sera toujours pris avec cette question-là qui est présente chez Platon. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Pouvons-nous développer un art de vivre? Y a-t-il un art de vivre qui nous convienne? Hein? Est-ce que ce que je suis en train de faire de ma vie correspond à ce que je ressens profondément ou est en accord avec mon être profond? Parce qu'on est souvent soumis à des dilemmes éthiques, hein, des situations. Je vous conte une situation, OK, tout de suite, puis j'ai été pris dans une réflexion. L'autre matin, je m'en vais ouvrir la boîte aux lettres de ma nouvelle demeure. Il y a plein de casiers postaux. Et là, il y a un casier qui est ouvert, le 117. Hein, le casier 117 est ouvert. Moi, je suis au 317, juste pour vous situer. Et là, je vois deux livres déposés sur un morceau de bois, une espèce de petite tablette, et le casier 117 est ouvert. Là, je vois deux livres, une pièce de théâtre, une réflexion sur l'art dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, l'art chez les nazis, ou je ne sais pas trop. De façon spontanée, bon, je vérifie si j'ai quelque chose dans mon courrier. Je me dis, quelqu'un doit avoir laissé les livres pour les donner, parce que c'est à côté d'une petite chute à papier à recycler, etc. Je pars avec les deux livres.
je referme la porte du 117 qui était ouverte. Mais là, tout de suite, un questionnement éthique me vient. Est-ce que ces livres étaient vraiment à donner? Je suis parti spontanément avec les livres parce que, bon, c'est une pratique que les gens font. Quelquefois, ils vont laisser des objets à donner, mais il n'y avait pas de petits mots. Et là, un questionnement éthique est survenu en moi. Est-ce que la personne voulait vraiment donner les livres? Est-ce que j'ai le droit de partir avec ces livres? Est-ce qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre? Et là, je me suis dit, peut-être que la personne est partie en vitesse. Donc, j'y vais avec les hypothèses. Et c'est là que... Et elle a laissé sa porte de courrier ouverte. Et elle va revenir, puis elle va se rendre compte que ses livres ne sont pas là. Donc, je suis allé reporter les livres pour être sûr. Être sûr que je n'étais pas au courant des intentions de la personne, du contexte, etc. Donc, j'ai décidé de remettre les livres là, ne sachant pas s'ils étaient à donner. Donc, dans chaque jour du quotidien, nous sommes poussés à faire ces réflexions éthiques, à savoir est-ce que je suis en train de faire ou est-ce que j'ai fait était adéquat, était juste. Et dès qu'on se met à réfléchir comme ça, on fait de la philosophie. On ne peut pas s'en sortir. Certains adopteront une vision du monde qui est la suivante. Je fais tout ce que mes instincts me dictent, ce que je ressens profondément. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Peu importe, toutes les valeurs se valent. Et c'est la loi du plus fort qui règne. Mais c'est quand même une vision du monde. Vivre implique à la fois une recherche de connaissances, puis à la fois une recherche de sens, et à la fois une recherche aussi de positionnement éthique. On ne s'en sort pas. Maintenant, donc là, j'ai débroussaillé un peu le questionnement. On va revenir à notre position. Je vais bien sûr vous poser des questions dans quelques instants. Allons maintenant vers la peur. Notre thème, c'est la peur de vivre. Mais il faut se demander, d'abord, après c'est de demander qu'est-ce que vivre d'une manière générale. C'est quoi la peur? Et je vais vous parler de ce que Spinoza en pense. C'est drôle parce que Spinoza semble rejeter la peur. Il dit qu'il faut s'éloigner de cet état-là. On va essayer de trouver pourquoi. On va se demander, c'est quoi la peur? Et je vais vous amener une belle phrase de Spinoza concernant la peur et l'espoir. Bon, allons-y dans mes petites notes ici. OK, qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion qui accompagne quoi? Qui nous accompagne au quotidien. On peut être menacé, on peut se sentir menacé, en danger, quelquefois. La peur est liée à quoi? Il y a plusieurs types de peur. La peur de mourir, la peur des araignées, la peur de commettre une erreur, la peur d'être fautif moralement. Donc, il y a plusieurs types de peur. Mais c'est quoi avoir peur? Hein? Ici, si on avait à définir la chose, hein? On a peur d'être blessé, peur de perdre le contrôle, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons peur? La science va bien sûr répondre d'un point de vue chimique. Hein? Il y aura une libération d'adrénaline, de neuroadrénaline pour se préparer, qui nous pousse à agir et affronter un danger. On se rappellera le livre d'Henri Laborie, L'éloge de la fuite, hein, qui nous dit que face à certaines situations, nous pouvons soit faire le mort, soit fuir, soit affronter ou soit rester figé. Hein. Donc, Laborie dit que l'être humain, quelquefois, prépare une stratégie de fuite. Nous faut aussi figer face à cela. Mais qu'est-ce qu'avoir peur? Hein? C'est quand notre système corps-esprit se sent menacé par un objet. Hein? Par un objet. Puis des fois, ça peut être des objets inconscients.
lorsqu'on touche à la notion d'angoisse, nous ne savons pas ce par quoi nous nous sentons menacés. Quelquefois, lorsque c'est au niveau de l'anxiété, nous sommes capables de nous poser quelques questions et nous dire, bon, qu'est-ce qui génère cette anxiété chez moi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce que nous ne sommes plus dans un contexte, hein, c'est pas chaque jour de notre vie où euh, nous avons une menace directe. Certes, si quelqu'un prend un bâton et nous court après, la menace sera directe et perçue, identifiée. Mais quelquefois, lorsqu'on touche à l'anxiété, à l'angoisse, nous n'avons pas toujours conscience de ce qui nous menace. Et finalement, ce que j'ai bien ici, c'est ça, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace, hein, où nous pourrions bien sûr vivre des souffrances, être blessés, etc. Puis quelquefois, ça peut être réveillé par des chocs hein, qui se sont inscrits dans notre psyché et dans la mémoire corporelle. Hein, on peut être devant quelqu'un et sentir une menace. On peut être conscient de ça, se demander qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, la peur, c'est ça. Qu'en pense Spinoza? Hein, on va voir ici. J'ai deux belles, sa fameuse citation. Il va appeler ça en latin. Ah, salut Nicole. En latin, est-ce que j'ai le terme latin ici? Non, je crois que je ne l'ai pas directement. La crainte ou la peur est une tristesse inconstante, née de l'idée, écoutez, c'est très complexe, hein, d'un futur ou d'un passé dont l'issue de laquelle hein, euh, nous doutons. C'est fait complexe. Donc, il associe la crainte à une forme de tristesse. Pensons à la peur de la mort ou la peur d'être abandonné par quelqu'un qui nous aime, la peur de ne pas réussir un examen important. On a trois exemples ici. Il dit que cela, la crainte ou la peur va générer une tristesse inconstante qui est liée par rapport au futur ou au passé, parce que nous avons peut-être commis ou réalisé une action qui va engendrer des conséquences négatives ou pas évidentes d'une action qui a déjà été accomplie. Donc, nous avons peur d'avoir fait du mal à quelqu'un, peur d'avoir commis une erreur, de s'être trompé. Et Spinoza a une position sur la peur. Il dit, écoutez, c'est un état tout à fait désagréable dans lequel se situer. Que faire pour sortir de cette peur? Il va nous dire que peur et espérance fonctionnent de pair, ce qui va l'amener à nous déclarer, c'est une phrase très connue de Spinoza, la peur ne peut se passer de l'espoir et l'espoir ne peut se passer de la peur. Et c'est un état, pour Spinoza, duquel il faut sortir. Tentons de trouver comment sortir de ces deux opposés. Je vais d'abord donner un exemple très concret. Admettons que vous êtes un gars, vous aimez gager, faire des paris sportifs. Ça me rappelle mon ami Victor qui avait gagé la victoire des élections américaines, qui avait gagé 10 fois 100 dollars pour Hillary Clinton, étant sûr de gagner. Mais admettons que Victor avait gagé toutes ses économies, 1000 dollars sur Hillary Clinton. Et c'est sûr que il espère qu'Hillary gagne, voire justement doubler sa somme, etc., son profit. Il craint que son opposant gagne. Donc, lorsqu'on est dans un mode, et c'est un mode
de ce que Spinoza va apporter fluctuation de l'âme, hein. C'est un état inconstant, incertain au niveau de l'âme. On attend la soirée où les résultats vont sortir. Ça crée des émotions. Et si on perd notre magot, nos économies, on va devenir automatiquement triste. Mais avant d'avoir le résultat, on est toujours dans un état d'incertitude. Et pour Spinoza, c'est cet état-là de fluctuation de l'âme ou d'incertitude qui, qui crée un déséquilibre au niveau de notre être. Pour lui, ce qui est important, c'est de tenter de comprendre. Il faut se demander pourquoi ai-je besoin de parier? Euh, Pourquoi y a-t-il d'autres manières d'augmenter ma qualité de vie, d'améliorer mon sort? Et pour lui, on n'aura pas le choix de réfléchir et de philosopher. Et il est préférable pour Spinoza de se mettre dans un mode de compréhension, c'est-à-dire comprendre sa nature profonde et comprendre aussi ce qui est adéquat pour nous, ce qui va nous amener dans ce qu'il va appeler la satisfaction de soi. Suis-je en train de développer ma nature et de mieux comprendre le réel, de mieux comprendre ma situation, ce qui va m'augmenter de la joie? Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut développer un art sur le long terme, l'art de la peinture, de la musique, de l'écriture. S'il se donne du temps et s'il s'adonne à sa passion d'écrire, de peindre ou de jouer de la musique, il pourra dans le temps développer son art, même s'il va rencontrer bien sûr des obstacles, des difficultés euh, et des épreuves. Mais à chaque fois, il pourra conscientiser ses limites et tenter à travers la pratique, qui ne sera jamais détachée de la réflexion et des prises de conscience, il va pouvoir atteindre des moments de joie, mais voir aussi ses limites. Et cela va le permettre, bien sûr, d'augmenter sa joie car il va se développer, ce que d'autres appelleront, pourront dire, progresser dans son art. Mais celui qui, qui, euh, qui se pose pas ces questions philosophiques-là et qui tente de se mettre dans des situations où il attend que le gros lot arrive, hein, on peut être passif. C'est là que Sponville viendra en jeu parce qu'il va dire on ne peut pas demeurer passif. Voilà. Attendez-moi une seconde, les amis, je vous reviens. Désolé, j'avais un petit problème de ventilation. Je voulais pas que la ventilation se déclenche et fasse du bruit. Je reviens à mon point. L'importance de développer la compréhension chez Spinoza va nous faire sortir de cet état de peur. Allons avec un exemple. Un exemple récent que j'ai vécu, je m'étais proposé, et ça va vous aider à comprendre, il y avait une anxiété qui a été développée pendant une semaine ou deux. Je n'arrivais pas à trouver la cause. Et chez Spinoza, il est très important de partir à la recherche des causes. Être conscient que nous sommes anxieux n'est pas suffisant pour Spinoza. Non. Être conscient que nous avons tendance à être excessifs dans le manger, dans le boire, dans les dépenses, dans les achats, c'est une chose. Mais Spinoza nous dit, mais d'où vient ce désir de vouloir être excessif dans différentes sphères de votre vie? Pourquoi l'êtes-vous? Qu'est-ce qui cause cela? C'est drôle parce que Spinoza s'inscrit dans les philosophes du 17e. On pense à Descartes. C'est un cartésien, mais révolutionnaire. On pense à Malebranche, siècle classique de la philo où la raison est en jeu. Mais ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est qu'on peut même comprendre nos propres émotions.
Et là, imaginez, il y a une anxiété qui s'installe chez moi. Et là, je tente de trouver qu'est-ce qui aurait pu causer cela. OK, premièrement, allons-y avec les causes multiples. Je suis en fin de session d'enseignement. L'année a été difficile. Je suis un peu fatigué, plus sensible, etc. Deuxièmement, qu'est-ce qui aurait pu causer cet aspect-là? Ah, je reçois un appel comme quoi mon père est un peu faiblissant et j'avais observé ça l'autre fois, donc ça m'affecte intérieurement. Deuxième élément. Et là, je pousse. Et là, je viens de réaliser que dans ce contexte-là de fin de session, de fatigue de fin de session, du fait que je sais que mon père est un peu faible et qu'il pourrait aller à l'hôpital, etc., un troisième élément vient s'ajouter. J'ai décidé, lors de la répartition de notre tâche pour de l'automne, de monter, de construire un nouveau cours d'histoire des idées qui implique l'Antiquité, le Moyen Âge et la modernité. Et j'ai décidé de faire cela par défi. Et là, je me rends compte que c'est cela, le choix de décider de monter un nouveau cours qui crée cette anxiété-là en considérant les deux autres éléments dans le contexte actuel. Et une amie me demande, pourquoi as-tu décidé de monter ce cours? Ma réponse, simplement par défi. Elle me repose la question, avais-tu vraiment le goût de donner ce cours? Et là, de me surprendre, je ne me suis pas posé la question. Donc, souvent, nous faisons des choix, prenons action de manière impulsive pour des raisons. Et là, tout cela a créé un stress, car j'ai un aspect perfectionniste. Je veux m'assurer de bien comprendre l'ensemble du contexte qui est une grande tâche. Et finalement, je veux bien construire mon cours, bien étudier, bien le construire et bien le donner, et cela génère trop de stress. Alors, Spinoza nous dirait qu'on ne peut pas ne pas philosopher, qu'on ne peut pas s'interroger sur les causes de ce qui pourrait créer angoisse, anxiété, peur en nous. C'est la manière de s'en sortir. Épicure dit la même chose dans la lettre à Ménécée. Que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, il ne faut pas cesser de philosopher si nous voulons atteindre le bonheur et ou la santé de l'âme. Et pour les Grecs, l'âme, c'est le principe premier, le principe qui nous permet de réfléchir. Hein? Le bonheur pour Épicure, ce n'est pas l'augmentation de notre force, de nos capacités, c'est cet état d'ataraxie, de paix du corps et de l'âme, ou d'absence de trouble dans l'esprit et dans le corps, qui est une espèce d'état très rare, pas tout le temps évident à vivre, hein? C'est cet état qu'il appelle l'ataraxie, la privation, l'absence de troubles dans l'esprit et dans le corps. Et si nous sommes toujours dans le plus, hein, dans l'augmentation, au niveau de la performance, nous voulons performer, augmenter notre puissance, nous pouvons nous mettre de la pression, hein, si nous ne suivons pas notre rythme, notre propre chemin, hein. Nous compétitionnons contre les autres, etc. Je discutais avec deux jeunes en musique qui se disaient, lorsque je me compare aux élèves très avancés, je me diminue, je me sens diminué, je perds le goût d'aller en musique, de me développer au niveau de la musique. Mais je lui dis, premièrement, tu as ta propre manière de concevoir ton rapport à la musique, ta propre manière de te relier à ton art,
et tu as ton propre rythme. Et tu es rendu à et la compétition ou le challenge devrait être contre toi-même, mais pas contre, par rapport à toi-même. Et si nous sommes toujours en train de nous mettre de la pression, avec toutes sortes d'injonctions héritées de la culture, de l'éducation, etc., si nous nous mettons une pression inadéquate, comment pourrons-nous nous développer en ce sens? Alors, les deux jeunes, mais moi, c'est avec la maturité et l'expérience que j'ai pu leur dire, tu as ton propre être, ton propre rythme, ton propre style, tes propres intérêts, et l'important est de cheminer à ton rythme en ne perdant pas l'amour, la passion pour le jeu, pour la musique. Parce qu'on peut, en se mettant une pression indue, créer l'effet inverse de ce que l'on recherche. Je reviens à mon point, et on va bien sûr y aller avec la section des questions par la suite, n'ayez crainte. Alors, pour Spinoza, parfait, on a parlé de la peur. Revenons à notre thème du jour, hein? Notre thème du jour qui est la peur de vivre. Si nous avons peur de vivre, nous pourrions avoir peur de mourir. Mais pourquoi aurions-nous peur de vivre? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait créer cette peur en nous? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes pas posés de questions à savoir que veut notre être profond? À quoi aspirons-nous? Est-ce que ça se pourrait que nous soyons dans une vie euh, disharmonieuse? Je vous donne la solution, pas la solution, mais la question qu'il faut se poser selon Spinoza. Allons-y avec, que ça soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau, à n'importe quel niveau, on peut se poser ces questions-là. Deux questions, selon Spinoza. Je vais le placer dans un cadre amoureux, OK? Vous vivez une difficulté d'ordre amoureux. Spinoza dit qu'il y a deux manières de s'en sortir. Moi, je ne donne pas de recette, mais je vous dis les questions que pose Spinoza. Premièrement, cette situation dans laquelle je suis, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, relationnelle, suis-je capable d'observer la problématique dans laquelle je suis? Qu'est-ce qui se passe? Allons-y avec un exemple. J'ai bien hâte de rencontrer un de mes amis, mais il ne retourne pas mes appels. Je me rends compte que c'est un ami de longue date. Il me manque, j'ai hâte de le voir, d'échanger avec, mais à chaque fois, c'est problématique. Il y a toujours une raison qui surgit de sa part, ou peut-être quelquefois de ma part, qui nous empêche de nous voir. Et là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que cela me fait? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis déçu? Est-ce que je questionne cette relation de longue date? On peut même se poser, qu'est-ce qu'une amitié authentique? Y a-t-il encore rapport d'amitié si on est incapable de se voir? Euh, et plein de questions surgissent. Spinoza va nous dire si, à force de tenter des rapprochements, il n'y a rien qui se passe, bien, constatez ce que cela produit en nous, sûrement tristesse, déception. Et à force de prendre conscience que cela nous rend triste, à travers sa définition de la tristesse, on va comprendre quelque chose. Cela diminue ma puissance d'exister. Je suis moins motivé, j'ai moins le goût. Mais on pourrait regarder ça d'une autre perspective plus simple. Ah, ça ne semble pas fluide, ça ne semble pas harmonieux. Dans les faits, lorsqu'on observe, ça ne fonctionne pas.
Donc, première étape avec Spinoza, constater ce qui est, voir ce que cela produit en nous. Et c'est sûr qu'à force d'essais et d'erreurs, si la situation ne s'améliore pas, il faudra peut-être rediriger, pardon, notre regard, aller dans une autre direction. Et ce qui vient amener son deuxième point qui est seul un nouvel objet d'amour, à quelque niveau soit-il, peut nous motiver à aller dans une autre direction. Et ça, j'ai pris des notes. Je vais l'appliquer à la mort. Si j'ai toujours peur de la mort et je fais tout en fonction d'éviter tout ce qui me confronte à la mort, à la souffrance, à la maladie, ma vie sera orientée vers un aspect négatif. Hein? Spinoza va dire, ce qui peut nous motiver à vivre, ce n'est pas vouloir éviter ce qui est difficile, problématique, c'est d'orienter notre aide vers ce qui est vivant. Et ce qui est vivant pour Spinoza passe par l'amour, car l'amour engendre de la joie. Il va même déclarer à un certain moment donné, euh, parce que des fois, il y a des joies très, il y a des, comment dire ça? J'espère que je vais retrouver le terme ici. Je vais aller avec un exemple. Imaginons qu'un de vos ennemis se blesse. Vous allez vous réjouir, peut-être, qu'il se blesse, parce qu'il vous a jadis fait du tort. Mais pour Spinoza, cela n'est pas une vraie joie. C'est une joie inférieure à une joie qui serait autre. Allons-y avec un autre exemple où vous réussissez à jouer au piano, une pièce difficile sur laquelle vous travaillez depuis des années. Et malgré les obstacles, vous finissez par être capable de la jouer à un ami, à un de vos proches, et vous réussissez la pièce et finalement vous la jouez d'une manière satisfaisante. Ça, c'est une vraie joie. Car elle n'est pas liée à la tristesse, à la souffrance. Elle est liée à l'accomplissement. Par exemple, et donc, c'est pour ça qu'il nous dit que vivre, c'est d'aller vers l'amour, aller vers la compréhension, aller vers l'action. Sponville va nous dire le vrai sage éprouve du plaisir, comprend et agit. Il ne sera pas passif. Si vous attendez que votre ennemi subisse des torts, vous êtes dans la passivité. Si vous vous réjouissez du mal qu'a vécu, qu'a subi votre ennemi, vous n'êtes pas dans une joie active. Vous êtes dans une joie passive qui est liée à une cause extérieure, pas liée à une cause intérieure dont vous seriez l'être qui accomplit ce bel acte esthétique de jouer une belle pièce de piano. Voilà. OK, donc ça, c'est important chez Spinoza. Je parle beaucoup de Spinoza ce matin. Revenons à notre thème. Et là, je vais ouvrir bientôt les questions. N'hésitez pas, je crée le suspense. Je vais prendre une petite gorgée d'eau ici. Je vous remercie tous et toutes d'être présents et présentes. Sachez que vous allez pouvoir réécouter ce beau webinaire en reprise via un envoi courriel sur un beau vidéo YouTube. Il y a nos anciens enregistrements, si ça vous a plu, si ça vous plaît. Allez sur la chaîne voxpopuli.tv. Il y a toutes sortes d'enregistrements, dont nos 15 webinaires précédents sont là. La peur de vivre. Qu'est-ce qui pourrait amener un individu à dire, j'ai peur de vivre? Peut-être parce que, d'une part, il ne se connaît pas, il ne sait pas qui il est, et qu'il est pris dans un rôle qui est très loin de sa nature profonde. Premier argument. Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à déclarer j'ai peur de vivre? Ça pourrait être l'environnement hostile dans lequel il est au niveau du travail, au niveau de ses relations, au niveau de son quartier.
Alors là, il devra se poser des questions. Comment se fait-il? Et j'ai un de mes collègues qui est pris là-dedans, qui est dans un quartier très difficile. Je dis, pourquoi tu demeures là? Il déclare, c'est pratique et c'est pas cher. Oui, mais concernant ta qualité de vie, tu veux continuer à demeurer dans un environnement hostile? Si tu es philosophe et que tu réfléchis et que tu tends vers la joie, le bonheur, il est peut-être temps de réfléchir et trouver action, réfléchir et prendre action pour pouvoir tendre vers ce qui te rend heureux. Deuxième argument. Troisième argument, qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à déclarer j'ai peur de vivre? Et là, c'est peut-être l'habitude et la routine. Nous sommes confortables. Souvent, nous tenons à nos habitudes, à nos routines, et comme le disait Krishnamurti, nous sommes plus attachés au connu qu'à l'inconnu. Nous avons peur que si nous faisons quelques pas vers l'inconnu, peur de nous détacher du connu, et peur que le pire arrive. Et pourquoi le pire arriverait-il? Sommes-nous capables d'être un peu optimistes, de se dire, il se peut que ça soit différent, la situation soit différente. Il se peut que j'aille à m'acclimater progressivement, me donner au moins 3 semaines d'acclimatation. Il se peut que j'ai de la difficulté aussi à vivre au moment présent. Et quatrièmement, à suivre mon intuition. Parce que vous avez bien sûr des rêves, vous êtes bien sûr inspiré, vous avez des élans, mais vous n'osez pas. Et c'est là qu'on pourrait dire à quelqu'un qu'il a peur d'aller dans le sens de ce qui l'inspire. Et là, il pourrait dire, j'ai peur de vivre vraiment, parce que je vais demeurer dans ce qui est confortable et souvent, quelquefois, le malheur, les difficultés. J'ai une amie qui m'avait dit ça. J'ai beaucoup de problèmes de communication avec mon copain, mais je le connais. Il n'y a pas de surprise avec lui. Mais je dois admettre que la communication était tout le temps difficile depuis le début. On peut vouloir aussi résoudre ce problème. Se demander, est-ce que c'est résolvable aussi? Quelquefois, c'est une question d'affinité, etc. Allons-y maintenant. On va passer la parole tout de suite à Richard Calestine, qui est un auditeur depuis de nombreuses années, et il a la main levée depuis le début. Et je vais demander peut-être à Jean ou à Richard d'y aller pour la première question. Et on continuera avec d'autres questions. On a encore au moins un bon 15-20 minutes. Je vais tenter d'être bref, les amis, dans vos interventions, d'être concis pour que je puisse rebondir et laisser la parole à différents intervenants. Richard, on t'écoute. Oui, tu m'entends, ça va bien? Mhm, OK. Alors, dès le début, tu as employé une expression que j'aimerais que tu précises, donc que j'aimerais que tu précises le sens. Tu as employé le mot problématiser, mhm. problématisation. Deuxièmement, un petit peu plus loin, je suis pas sûr d'avoir très bien compris le mot, là, mais j'ai cru comprendre duanétique, un mot qui ressemblait à ça. Voilà. Duanétique. Ben, merci, Richard. Je vais répondre à ta question. La problématologie, écoutez bien ça. Le philosophe, et là, je l'ai fait de manière intuitive, spontanée, là, voilà, j'ai peut-être pas été aussi rigoureux que Michel Mayer, ce philosophe belge qui a développé la problématologie en philosophie, et ça va comme suit. Vous allez pouvoir même lire le beau Que sais-je de Michel Mayer à ce sujet, et quelques livres. Toute sa philosophie, c'est la question de la problématologie. OK, allons-y avec deux principes premiers. Et j'étais presque en train d'y arriver. La problématologie, c'est observer. Quel est le problème que nous avons? En grec, probléma, c'est la situation difficile, la situation qui achoppe, par exemple, l'obstacle que nous rencontrons sur le chemin. Et j'étais presque en train de toucher à ça quand je me posais la question, pourquoi un individu utilise-t-il l'expression suivante? La peur de vivre.
Et là, je tentais de répondre. Donc, j'étais pas encore, j'étais presque dans la réponse. J'avais pas. Là, j'ai tenté d'abord de questionner qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que la vie, etc. Mais problématiser, grosso modo, c'est se demander pourquoi la question philosophique que je me pose est-elle importante? Ça, c'est la deuxième élément. Le premier élément, qu'est-ce qui m'a poussé à me poser cette question philosophique? Je vais donner tout de suite un exemple. Si je me pose la question à savoir, est-ce que l'amour est préférable à l'amitié dans la vie? Je pourrais me demander pourquoi j'en viens à me poser cette question-là. Et deuxièmement, pourquoi je juge que cette question-là est importante? Et problématiser, ça va aussi englober le fait de, de qu'est-ce qui m'a amené à poser cette question-là? C'est quoi l'origine de cette question-là? Et là, aujourd'hui, je peux aller de façon systématique, mais c'est ça. Le deuxième aspect, le terme dianétique ou peut-être dialectique, je ne sais pas si je l'ai utilisé aujourd'hui, mais je ne me souviens pas de ce point. Mais écoutez, je vais peut-être revenir avec Richard, je reviendrai avec une autre de tes interventions peut-être un peu plus tard. Je passe la parole à qui de droit, qui voudrait y aller d'une question ou d'un commentaire ou d'une question personnelle concernant notre sujet d'aujourd'hui, la peur de vivre. Donc, on a abordé surtout la perspective spinoziste à ce sujet d'une manière bien sûr spontanée, comme toujours. Est-ce qu'il y a des... Vous pouvez lever la main, des questions, des commentaires, si cela vous tente. Sinon, je vais poursuivre un peu ma réflexion. Je vais juste en profiter, faire une petite salutation, un remerciement à tous et à toutes. Je vais peut-être passer la question à Corinne par la suite, ça sera pas long. Remerciement à Caroline, Maudaline, à Richard, à Corinne, à Isabelle, à Daniel pour votre présence, merci. À Danou, à Polly, Bénédicte, Nicole et tous ceux et celles qui se sont inscrits à cette rencontre. On a au-dessus de 110 inscriptions. J'ai bien hâte que vous puissiez recevoir cette vidéo, cet enregistrement pour pouvoir la réécouter ou la partager à des amis. On y va avec la question de Corinne. Je t'écoute, Corinne. Est-ce que tu voulais nous poser une question, faire un commentaire? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Je me demandais si une de nos peurs favorites serait celle des pertes. Perdre un être cher, perdre notre pouvoir, notre maîtrise sur les choses, ce qui pourrait correspondre en fait à un manque de confiance en réalité, Hmm. en la providence de la vie, tout simplement, qui sait, à mon sens, ce qui est bon pour nous. Euh, Évidemment, c'est à nous de le savoir, mais pour moi, moi, j'essaie d'être dans une forme de confiance. Euh, S'il y a adéquation entre ce que moi je recherche en moi comme étant, comme pouvant me produire de la joie, j'ai confiance dans le fait que la vie y répondra comme en écho, quoi. Hmm. Bon, c'est Ben, peut-être un peu flou ce que je dis. merci de ton commentaire, Corinne. Je vais Ouais. essayer de rebondir. Tu peux juste fermer ton petit micro. Merci. Donc, il y a deux aspects dans ta question. Tu as raison, la peur, une des peurs fondamentales. Bon, il y a plusieurs peurs. Celle d'abord, euh, pour soi-même, de vivre la maladie, des souffrances, des blessures, hein. C'est lorsque notre complexe corps-esprit se sent menacé, mais aussi tous nos liens chers, hein, qui pourraient être affectés de différentes façons, la distanciation, la perte d'un être cher, etc. Euh, et nous ne savons pas quand cela va arriver ou quand cela arrive. Et quand cela arrive, cela nous trouble, nous déstabilise, on se sent décentré. Et c'est pas facile. Est-ce que Spinoza nous dit quoi faire dans cette situation-là? Mais il y a d'autres approches, par exemple, l'approche de l'Advaita Vedanta ou des philosophies non dualistes. On pense notamment à Arnaud Desjardins. Et là, j'ai tout le temps cette idée, cette belle explication d'Arnaud qui nous dit, je dirais comme suit, d'abord,
nous ressentir ce qui est, hein, ou percevoir ce qui est, observer ce qui est, et certes, on va observer que dans notre corps, ça peut générer de la chaleur, du stress, etc. Il y a une situation qui se produit. D'abord, tenter, c'est pas toujours facile de la constater, pas toujours, surtout pas toujours facile de la ressentir, mais commencer par cela. OK? Donc, c'est un retour à la vie naturelle. Mais cela, ça se pratique aussi lorsqu'on discute avec quelqu'un en face de nous. Hein? Ressentir, observer autrui, ressentir, être présent, présent aussi à nos pensées, présent à ce qu'on voudrait dire, à nos souffrances, etc., qui montent. Et ça, ça vient aussi hormis que ça vient de la tradition non dualiste, ça vient aussi des stoïciens qui nous disent ce qui nous trouble, c'est notre difficulté d'acceptation de ce qui est, c'est aussi les pensées que nous avons sur ce qui est. Parce que tout ce qui vient nous ébranler au niveau des émotions, hein, Spinoza ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Euh, les passions tristes, les, les émotions, ça vient nous troubler totalement. Mais qu'est-ce que ferait un philosophe stoïcien ou un philosophe d'inspiration non dualiste de l'Advaita Vedanta? C'est de ressentir, de constater, de tenter de décrire ce qui se passe, mais de ne pas tomber dans la forme de jugement, ce que les stoïciens vont appeler euh, de donner d'utiliser des représentations pour juger ce qui nous arrive. Ah, c'est un malheur, c'est terrible, c'est trop triste, il faut que je m'éloigne de cela. Et souvent, nous sommes poussés à nous éloigner de ce qui nous fait peur. Quelquefois, c'est bon, par exemple, de se retirer de l'aspect téméraire, parce que j'ai des amis qui sont extrêmement téméraires, qui frôlent la mort à répétition. Ça, c'est une chose, c'est un autre travail éthique à faire sur le compte, la maîtrise de soi, mais d'autres fois, de savoir après, juste vivre la situation, de ne pas fuir la situation difficile, souffrante, c'est d'accepter, comme tu dis, de se laisser transformer par la vie, par ce qui est, celle sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Hein. Il y a quelque chose de plus vaste que nous. Mais certains, dans la philosophie orientale, diront euh, embrasser ce qui est, ne pas se sentir séparé. Souvent, nous créons un mur entre les événements parce que nous sommes des êtres de sensibilité. Spinoza dit, nous n'avons pas à juger notre propre sensibilité, notre propre nature, à la condamner. Donc, ça va amener certains philosophes ou maîtres spirituels de tradition orientale à dire euh, ne pas fuir ce qui nous arrive et tenter d'être cela fait partie aussi de la vie. Donc, j'ai rebondi sur le propos de Corinne. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions qui vous passent par l'esprit. Je vais peut-être revenir, lever la main s'il y a quoi que ce soit. Sur, sur- donc, j'ai donné 4 arguments à savoir pourquoi avons-nous peur de la vie. Mais quelquefois, il y a l'autre côté de la clôture, il y a cette peur de la mort sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Et je vais y aller avec quelques arguments d'Épicure à ce sujet. Ce sont des arguments assez tranchants. Il nous dit ce n'est pas de la mort que nous avons peur, mais c'est toute cette appréhension. Et il le dit dans la lettre à Ménacée, la mort n'est pas à redouter pour lui, c'est plutôt les idées que nous nous faisons sur la mort. Hein. C'est aussi le fait que nous perdrons contact avec les choses que nous aimons, en quelque sorte, les êtres que nous aimons. Mais
c'est notre appréhension qui peut nous troubler davantage pour Épicure. Aujourd'hui, on dirait, ben, c'est que nous avons peur aussi d'être dans une forme de souffrance avant la disparition, etc. Hein, c'est nous avons peur de souffrir longuement, et souvent d'être pris dans euh, des douleurs qui s'étirent dans le temps. Donc, c'est plutôt cela que nous craignons, la douleur, la perte de repères, la perte de facultés et la perte de contrôle, la perte de capacité. Je vais y aller avec les deux arguments d'Épicure, qui aujourd'hui font un peu rire parce que ces arguments-là, un de ces principes de cette philosophie épicurienne, et si ça vous intéresse, allez voir, j'ai fait un petit Facebook Live là, sur la page Mathieu Martel Philosophe cette semaine sur l'hédonisme, et je redéfinis l'hédonisme à la saveur d'Épicure. Je re-questionne ce terme que nous utilisons. Ça vous tente d'aller voir cette petite rencontre. Épicure va nous dire il va trancher un peu de façon un peu bizarre à cette époque-là. Les arguments tiennent moins aujourd'hui, mais il y en a un qui est intéressant. Je vais terminer avec celui-là. Pour lui, la vie est expérience, mais expérience, bien sûr, avec réflexion. Tu sais, nous expérimentons en tant qu'être possédant une faculté de réflexion qu'il va appeler la phronésis, qui est une forme de jugement inhérent à notre nature. Et pour lui, le bonheur ou le malheur, le bien ou le mal, est concentré sur les sensations, est lié aux sensations. Et là, on va nous dire, mais pourquoi s'en faire avec la mort, étant donné que la mort est privation de sensation? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous n'avons pas à craindre la mort, qui est le quatrième principe du tétrapharmacone d'Épicure, du quadruple remède. Hein? Donc, je parle des quatre remèdes. Donc, premier principe, euh, les dieux sont immortels et heureux. Nous sommes mortels, mais nous pouvons tenter de devenir heureux. OK? Donc, tentons de nous rapprocher des dieux d'une certaine manière. Deuxièmement, la mort n'est rien pour nous. Troisièmement, les souffrances ne durent pas. Et quatrièmement, le bonheur est accessible. Mais quand il nous dit la mort est rien pour nous, lié au principe de sensation, que veut-il dire? Il veut dire la chose suivante. Admettons que quelqu'un vous fait mal, vous pince le bras, vous sentez cette douleur-là. C'est parce que vous êtes des êtres de sensibilité et vous pouvez dire, bon, lorsque quelqu'un me serre le bras, je constate que son geste me fait mal. Et si quelqu'un me fait une caresse ou une accolade, quelqu'un que j'aime, bon, je vais dire ça comme un contact physique agréable. Mais il dit, pourquoi s'en faire si tout est basé sur des sensations? Euh, Pourquoi craindre la mort? Car elle est absence de sensations. On ne devrait pas s'en faire, mais c'est surtout peut-être ce que nous devons peut-être comprendre. La mort en tant que telle est un grand inconnu. Et c'est le grand inconnu, mais c'est peut-être ce qui mène à la mort que nous appréhendons le plus parce que, justement, cela implique quelquefois de la souffrance, de la perte de repères, de la perte de capacité. Et c'est cet état-là que nous craignons. Et dans les écoles antiques, et même les écoles à mystère, les écoles initiatiques, et là, je dois le donner à cet aspect-là intéressant, c'est que certains se pratiquaient justement à vivre cet état-là, euh, se préparer à la mort. On pouvait se coucher dans une... Je sais que les fameux pythagoriciens allaient dans des cavernes et faisaient des jeûnes et ils vivaient des périodes de silence pour être avec eux, coupés du monde sensoriel. On était juste dans cette caverne-là et on n'avait qu'à méditer, respirer, on était pris avec nos pensées. Et c'est une pratique préparatoire, initiatique. Hein, c'est pour ça que Platon, qui bien sûr a étudié chez les pythagoriciens, a amené cet aspect-là de se préparer à la mort, c'est apprendre à se détacher au quotidien, détacher de nos pensées,
détaché de notre identité, de ce que nous croyons, détaché de notre corps, de notre apparence, etc. Montaigne, plus tard, va aussi embrasser ce principe, mais je crois que ce principe, écoutez, je vais de manière intuitive, ça a été hérité des écoles à mystère, notamment l'école de Pythagore qui s'est installée en Crotone, en Italie du Sud, qui était une des premières écoles initiatiques. Mais on sait que Pythagore a beaucoup voyagé. Il a sûrement emprunté cela dans les traditions, comment dire, initiatiques grecques, mais aussi peut-être indiennes, égyptiennes, babyloniennes, etc. On y va avec une dernière question, les amis. Avant de clore notre rencontre, dernière question, dernier commentaire, j'en profite pour vous saluer. Merci à Joanne, merci à Cathy d'être présente, à Caroline, à Mondaline, à Corinne, merci à Isabelle, merci à Daniel, à Bénédicte, à Polly, Danou et Monsieur Duhamel, voilà qui est avec nous, Madame Duhamel. On écoute Danou avec une petite question. Merci Danou, on t'écoute. Voilà, vous m'entendez là? Oui, tu peux parler un peu plus fort, mais on t'entend. Voilà, moi je voulais juste dire, en fait, si on était dans la possibilité en permanence de s'ouvrir au non connu, Hmm, tout serait joyeux, puisque sans anticipation anxieuse, sans peur d'avoir ou renouveler une situation du passé ou manquer de cette situation, on serait complètement libéré, léger, joyeux, comme j'aime dire. Voilà, parce que en fait, ce qui nous plombe, entre guillemets, c'est de s'accrocher à hier, hmm, à demain. Ça n'est pas une passivité, c'est plutôt une ouverture du cœur, du corps, hmm, justement une ouverture aux sensations, une ouverture à ce qui se passe maintenant. Alors évidemment, c'est plus vite dit que fait, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'aime comme philosophie. D'ailleurs, en bioanalogie, son créateur, Jean-Philippe Brebiot, dit que la mort, en fait, n'est pas devant nous, mais elle est derrière nous. hmm. Ah, c'est beau. Ça laisse Merci pour ton intervention, Danou. Tu touches un excellent point, hein, de vivre la fenêtre ouverte, de vivre dans la perspective de l'ouverture à chaque instant. Si nous vivions un peu à l'instar de Douglas, le disait Douglas Harding, vivre sans tête, ça ne veut pas dire vivre de manière inconsciente, mais ne pas toujours être attaché au passé, aux pensées qui sont liées au passé. Ça serait plutôt ça. Hein, la mort, c'est ce qui est derrière nous. Donc, vivre d'abord dans ça conclut bien notre rencontre, dans cette ouverture à ce qui est, sans jugement, dans l'écoute, le ressenti et l'ouverture. Ça aide davantage peut-être à la fois nous détacher, puis à goûter le renouveau. Et sur ça, je vous invite, j'espère que vous avez vu ce beau film-là de Wim Wenders, Perfect Days, hein, qui nous pousse à cette... Écoutez, le film est silencieux pour les 40 premières minutes du film, et c'est l'expérience d'un monsieur qui fait un travail noble que de nettoyer les toilettes à Tokyo et goûte au moment présent, à chaque instant, est heureux de vivre et de recommencer sa journée. Et sa journée n'est jamais la même, elle est toujours nouvelle et renouvelée. Je vous invite à noter ça, ce superbe film Perfect Days ou Les Jours Parfaits de Wim Wenders, qui est réalisé avec l'acteur principal aussi. Un super film. Sur ce, les amis, je vous remercie. Je repasse la parole. Merci à tous et à toutes. On se revoit très bientôt, j'espère, prochainement. Sur ce, je vous salue. Merci aux gens de la France, aux gens du Québec. À la prochaine. Et je passe la parole à Jean. Merci Mathieu, c'est parfait. Tout est parfait, parfait. Donc,
Merci à tous et à toutes. On se revoit peut-être dans 2 semaines, hein? Moi et Jean, nous allons discuter peut-être soyez à l'affût, regardez vos courriels. On se revoit probablement pour une autre rencontre webinaire dans 2 semaines. Merci.